Nous allons avoir la synthèse des trois ateliers par les deux rapporteurs qui étaient dans chaque atelier. On va commencer avec l'atelier numéro 1. J'appelle sur scène donc les deux rapporteurs, Karine Julien Elkaïm et Jacques Ferrand. Donc Karine Julien Elkaïm, vice-présidente de l'ESH, de la fédération de l'ESH, et Jacques Ferrand, trésorier. Et donc je rappelle que le thème de l'atelier était sur la décentralisation de la politique du logement et sur la transition écologique. Donc voilà, il y avait deux volets, il y a eu pas mal d'intervenants. Il y a eu 12 intervenants et une note à la fin, donc 13 et une question. Donc en tout 14 prises de parole que vont vous résumer Karine Julien Elkaïm et Jacques Ferrand. À la fin des échanges, quand on a pendant 10 minutes essayé de synthétiser ça, on s'est dit que finalement il y avait quand même deux points qui ressortaient. C'était l'avis du modèle économique dans un premier temps, et surtout la décentralisation n'arrivait pas à la conclusion où on aurait pensé comme ça de premier abord à arriver. Donc je vais déjà commencer par plutôt le contexte. On a rappelé un peu le contexte actuel et notamment la problématique aujourd'hui de la hausse du livret A. La hausse du livret A qui est passée donc de 0,5 à 3%, donc multiplié par 6 en 12-18 mois, ce qui a un impact colossal sur les organismes de logements sociaux, dans la mesure où effectivement on a 150 milliards de dettes. Et par exemple, un petit exemple sur certaines ESH, où pour 60% des ESH, on a à peu près on passe de 800 millions à 1,5 milliard de charges financières, et en même temps, l'amortissement, lui, ne passe que de 2,1 milliards à 2 milliards. Donc vous voyez déjà l'impact que ça peut avoir pour un certain nombre. Et aujourd'hui, l'impact pour à peu près 44% des ESH, c'est un autofinancement qui va être sous les 3%. Et pour 14% d'entre elles, c'est même inférieur à 0, ce qui est quand même extrêmement compliqué quand on a une baisse de l'autofinancement aussi importante, qu'en parallèle aussi on a une vente HLM accédant qui baisse aussi, ce qui veut dire que les moyens financiers des organismes sont quand même très contractés. Là, ensuite, on a la baisse de tout ce qui est finalement aide à la pierre, et on voit qu'on a une hausse de tout ce qui est fonds propres qui est mis dans les opérations. Et en parallèle, on a augmenté quasiment de 5 à 15% la mise de fonds propres, et en même temps, le coût de construction est passé de 75 000 euros à 150 000 euros. Donc vous voyez, on a quand même un impact sur les fonds propres qui sont extrêmement importants. La constatation, c'est l'effondrement des mises en chantier en 2023, donc moins de 22%, et le fléchissement des nombres de logements agréés, puisqu'on l'a eu pour l'année 2023, on est passé à 85 000, ce qui est vraiment très faible. Et les attributions, 388 000, puisqu'on a en parallèle, avec la problématique de l'accession et du locatif privé, qui rencontre aussi des mêmes problématiques en parallèle, on a le taux de rotation qui baisse. Et de fait, une augmentation du nombre de demandes de logement qui est passé d'1,4 million en 2017 à 2,6 millions aujourd'hui. Avec néanmoins des enjeux qui se présentent à nous, des transitions démographiques, mais aussi de la transition écologique, avec le besoin de décarboner notre patrimoine et notre empreinte, allié à un besoin croissant du nombre de logements, autant de défis difficiles à relever dans ce contexte et ces enjeux qu'on vient de vous rappeler. Donc là, c'était un petit tableau qui explique ce que je disais tout à l'heure sur les charges financières et les amortissements, et sur effectivement les problématiques d'autofinancement au niveau des ESH. Et avec un contexte où aujourd'hui, les organismes HLM mis en tension détruisent de la valeur financière et se mettent en tension et arrivent à un moment où il va falloir trouver des recettes pour pouvoir continuer à faire et répondre aux enjeux de démultiplication de ce que l'on va avoir à faire, notamment pour la décarbonation. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, effectivement, une petite synthèse sur tout ce qui était effectivement l'état
et la décentralisation. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un besoin d'avoir une politique d'aménagement des territoires. Et cette politique, aujourd'hui, pour un certain nombre des intervenants, effectivement, semblait disparue. Et c'est cette politique d'aménagement des territoires qui ensuite peut se décliner avec le dynamisme de toutes les collectivités pour pouvoir avoir une politique qui soit plus locale. Alors cette notion de décentralisation, ça ne semble pas aujourd'hui forcément la réponse à la problématique, surtout quand on est dans une période de crise, c'est peut-être pas forcément le moment pour tout faire évoluer d'un coup. Mais en revanche, l'idée, ça serait plutôt vraiment de pouvoir faire, on va dire, des tests sur certaines localisations et certains territoires et voir après et pouvoir l'adapter. Puisque quand on transfère, il faut aussi se poser la question des moyens, que ce soit financiers mais aussi humains, et se poserait vraiment la question de qui doit faire quoi et quels sont en face les engagements. Avec dans les idées pour mieux territorialiser les politiques du logement, faire vivre cette différence entre les territoires, car elle est réelle. Réfléchir à la possibilité pour les différents acteurs de gérer l'ensemble des compétences de régulation de production et toujours avec ce sujet moyen qui a été véritablement le fil rouge de l'atelier de décentralisation, quand bien même la décentralisation n'est pas obligatoirement la réponse à la problématique actuelle. Pour répondre à la décentralisation ou à la problématique actuelle, il y a un sujet de moyens. Définir des objectifs par territoire avec des contrats d'objectifs, privilégier les simplifications des règles actuelles et réglementaires. On a même entendu un souhait que le CCH ne fasse plus que 10 pages. Espérons que cela soit la réponse et entendue. Simplifier les règles réglementaires plus que législatives pour essayer d'aller plus vite, même si parfois certains décrets mettent des années avant de sortir. Permettre aux collectivités de déroger et d'adapter le ZAN, ça ne veut surtout pas dire ne pas le faire, mais l'adapter à la réalité des territoires. Et puis sur le livret A, Karen. Et donc sur le livret A, oui, l'idée c'était de voir dans quelle mesure on pouvait travailler. Effectivement, là, on a un taux qui est bloqué jusqu'en 2025, donc c'est vrai que ça a un vrai intérêt parce que ça permet justement aux organismes de se projeter. Et donc l'idée c'était de pouvoir réfléchir à avoir ce type de projection au fur et à mesure et puis voir à comment réfléchir pour décorréler en fait le taux du livret A côté épargnant avec le côté emprunteur. L'idée, c'est quand même d'essayer de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas essayer de réfléchir à un certain nombre de choses. Inciter, dans les idées qui ont été également exprimées, inciter les maires à construire plus à travers des incitations fiscales et autres, avec surtout la capacité pédagogique de lever les objections des habitants, définir l'échelle de décentralisation et les compétences à transférer en réfléchissant à l'ensemble des moyens humains, techniques et financiers. Et on a même parfois entendu parler d'outils au sein de l'atelier, puisqu'il semble que sur certains territoires, il y ait une absence d'organismes HLM. Ça peut être intéressant de le mailler et de voir comment on peut répondre à ces territoires. Donner de la souplesse au modèle avec un soutien public sur les opérations les plus déséquilibrées, recyclage des actifs immobilisés, la seconde vie des bâtiments, quand bien même la seconde vie des bâtiments ne sera pas la réponse aux enjeux de triplement ou de multiplication par 6 de nos interventions pour décarboner notre patrimoine, diversifier les recettes des bailleurs et possibilité d'accompagner les élus et les bailleurs et l'État et l'ensemble des acteurs dans la connaissance du parc social et plus particulièrement dans l'ensemble des entrants demain du PSP décarbonation. Donc on connaît les DPE qui se stabilisent, l'État souhaitait qu'ils se stabilisent durablement, mais au-delà du DPE, la notion d'énergie qui permet de produire, primaire, qui permet de produire l'énergie dans le logement est un sujet et il faut améliorer la connaissance de ce patrimoine pour pouvoir élaborer ces PSP décarbonation.
Ça, c'était des éléments qui étaient plutôt en entrant. Donc, les slides qu'on vous présente, on est en train de les faire dans le désordre par rapport à la manière dont s'est déroulé l'atelier. Vous avez présenté, on ne va pas s'arrêter sur cet élément-là de façon très détaillée, une étude qu'a fait la Fédération des ESH sur la décarbonation de son patrimoine, avec quelques éléments à retenir. Il faudrait qu'on multiplie par 3 le volume de logements traités par an si on veut répondre aux exigences de 2030 et par 6 si on veut répondre aux exigences de 2040, ce qui peut poser un certain nombre de questions, à la fois de moyens. Vous avez des milliards d'euros alignés dans le slide que je ne vais pas commenter parce que je pense qu'on perdrait tout le monde à travers ce détail. Voilà pour la synthèse que l'on peut faire de cet atelier où les idées étaient riches, oui. La diversité des acteurs très importants. Et au départ, pour faire la synthèse, on s'est demandé avec Karen s'il valait mieux pas qu'on fasse des claquettes parce que c'était peut-être plus facile à faire que la synthèse de toutes les idées qui ont été formulées. Non, mais parce que ce qui est vrai, c'est que là où il y avait vraiment unanimité, c'était de dire que ce modèle, c'était un modèle qui était assez ancien, qui était pérenne, qui avait montré sa capacité à faire et qu'effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'était de le faire évoluer, mais que tout le monde était d'accord sur le fait que c'était un modèle très résilient. Très résilient, et résilient qui d'ailleurs, s'il a un bilan aussi bon aujourd'hui, c'est qu'il a su, avec l'ensemble de son écosystème, pas seulement les bailleurs sociaux, compenser les failles qui sont nées les unes derrière les autres, et notamment le désengagement financier de l'État, sans parler, on a oublié de citer la RLS, mais qui est revenue dans les interventions de chacun des intervenants pour rappeler qu'elle avait coûté au mouvement plus de 10 milliards d'euros aujourd'hui, et que ce serait déjà une première mesure. Merci. Eh bien, merci à vous deux et bravo pour cette synthèse de l'atelier 1 qui a été passionnant. Maintenant, j'accueille les 2 rapporteurs qui étaient présents dans l'atelier 2, animé par Erol Yolal, sur les solutions pour relancer la production de logements abordables et durables. J'accueille sur scène Béatrice Gaulard, bonjour, et Jacques Wolfrom. Alors Béatrice, vous êtes conseiller fédéral à l'ESH et Jacques, vous êtes vice-président. Alors je vous écoute pour la synthèse de cet atelier 2. Peut-être pour démarrer, juste dire que les interventions, comme l'atelier précédent, ont été riches, mais surtout qu'il y a une convergence de vues par l'ensemble des intervenants que nous avons pu entendre, avec cette convergence qui est d'abord ce sentiment d'une urgence aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les éléments financiers qui viennent d'être présentés de manière très, très précise, mais voilà, on a effectivement une vraie urgence, elle est partagée par tout le monde. Une autre idée qui est partagée par tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, des pistes, il y en a beaucoup qui ont été ouvertes dans plein d'instances, la commission Rebsamen, le CNR, beaucoup de choses ont été déjà dites, écrites, et que pour autant, aujourd'hui, ces idées, c'est peut-être le sujet du moment, c'est que nous puissions trouver une impulsion, et une impulsion qui ne peut venir de notre point de vue que de l'État, pour planifier et avoir un cap. Donc on est dans une conclusion, enfin une présentation avec un État qui serait plutôt un État stratège et qui, compte tenu des idées qui sont aujourd'hui sur la table, soit là pour donner le cap, pour orienter, pour organiser, déléguer et surtout faire confiance. Stabilité normative et réglementaire et fiscale, je crois que ça a été dit aussi, mais ce qui peut peut-être nous rassurer, c'est qu'on revient à peu près tous sur les mêmes items, ce qui a peut-être un sens également. Oui, il y a un enjeu majeur quand on interroge les Français, c'est vraiment cette attente que l'ensemble de la filière se mobilise pour répondre aux besoins du logement de tous. Et cet enjeu, il est extrêmement fort. Et en même temps, ce que l'atelier portait, c'était de dire que s'il faut répondre par la production à cet enjeu, ça ne peut pas se faire contre les enjeux environnementaux. Ça doit se faire avec. Ça doit se faire ensemble. Ça doit probablement peut-être s'équilibrer. Mais le premier élément, c'était de se dire, il faut construire, mais sans renoncer à protéger les sols, sans renoncer à protéger la planète, sans renoncer à être exigeant
sur ces objectifs qui nous concernent tous et qui concernent l'avenir. Donc, premier élément d'enjeu posé très fort par l'atelier. Deuxième élément qui était posé, c'est à la fois, d'abord, une réforme systémique avec un certain nombre d'objectifs. Alors ces objectifs, vous les voyez à l'écran, mais garantir à tous l'accès à un logement décent et abordable. Je vais reprendre l'exemple que Jacques nous a donné à l'animation de cet atelier. Voilà, on a tous eu notre première entrée dans un logement et on voit bien que c'est ce qui va constituer la vie de l'ensemble de nos concitoyens et qui va les conditionner pour la suite. Donc on voit que là, on est sur un sujet qui touche à un sujet de République. Traiter l'urgence de la situation, je l'ai dit, et mieux répondre à la diversité des territoires. Effectivement, alors on se le redit également, on parle beaucoup de décentralisation, mais un État stratège pour donner le cap, mais derrière, en appui des besoins des territoires, parce que notre France, notre pays est un pays de diversité humaine, mais aussi de diversité géographique, avec des besoins qui sont divers et variés, et il faut être capable d'être à l'écoute de ces territoires. Et puis rechercher l'atteinte d'une plus grande efficacité avec une politique publique. Donc là aussi, avec cet axe qui doit être impulsé, donné, pour que nous puissions savoir comment, de manière pérenne, puisque l'acte de construire est un acte long, eh bien, il nous faut des visions à long terme et stables. Oui, le logement, pour l'ensemble des participants de l'atelier, mérite une politique claire, une politique pluriannuelle, et une politique portée avec des objectifs. Voilà. Et ensuite, on fait confiance aux acteurs. Mais sans cap, et en changeant en permanence de stratégie, on perd tout le monde. Et quand on perd tout le monde, on perd la confiance. Et quand on a perdu la confiance, tout le monde cherche des solutions individuelles et on devient collectivement inefficace. Et donc l'atelier rappelle ou porte fermement l'idée de cette politique publique sur le logement et l'aménagement du territoire qui va avec. La deuxième donnée qui est très forte, c'est que nous ne produisons pas des produits, nous ne produisons pas du PLAI, nous produisons des logements pour des Français qui ont besoin d'un type de logement différent sur les territoires. Le logement des saisonniers ne concerne pas tous les territoires. Les territoires en déprise ont des besoins différents. On le rappelle, mais c'est revenu très fort. Et donc est venue cette idée de dire probablement faudrait-il que cette politique publique elle soit claire par objectif, par public, ce qui ne veut pas dire qu'il faut créer des silos, mettre les gens à côté les uns des autres, mais se dire quelle est notre volonté de production de logements pour les jeunes, quelle est de volonté de production pour les aînés, pour les travailleurs de première ligne, pour les fonctionnaires, pour un certain nombre de publics, et comment on les finance, avec quelles règles, et ça permet ensuite de donner en fonction de cette politique l'intensité de moyens ou l'intensité d'accompagnement qui veut accompagner la volonté politique qui va avec les publics. Cette politique publique, elle doit s'accompagner donc clairement d'une réforme systémique, État stratège, pas forcément, donc on l'a dit, de la décentralisation pour se défausser, mais de la contractualisation et de la délégation. Beaucoup d'élus qui ont pris la parole dans l'atelier ont pu souligner la pertinence de contrats passés avec l'État, clairs, financés, sur un certain nombre de territoires, avec le moyen, les fonds verts, les friches, les grandes opérations nationales d'aménagement, etc. Autant d'outils qui permettent d'atteindre les objectifs. Et donc, quelques mesures paramétriques, et si vous avez à retenir finalement ces quelques mots, ce sont les mots principaux des slides. Donc la simplicité, la stabilité, je ne vais pas y revenir, on l'a déjà dit. La notion de responsabilité,
nous sommes tous des acteurs responsables et on a su, malgré la RLS, malgré la période qui vient de s'écouler et qui s'écoule encore, pouvoir continuer à produire à un certain niveau, malgré tout, en se mettant en tension. Donc on a effectivement ce schéma de responsabilité qui est le nôtre et qu'il faut qu'on arrive à maintenant décliner dans la diversité des situations territoriales en lien avec des objectifs nationaux. Probablement, on ne construit jamais seul, au fond, ce que rappelait l'atelier. Il n'y a pas un acteur qui peut réaliser un acte de construction seul. On a besoin d'une somme d'acteurs pour faire cela. Et donc, il faut faire en sorte que les acteurs utilisent au maximum les dispositifs de technologie, technique et technologiques utiles pour analyser un territoire, utiliser ce qui est à notre disposition pour analyser les besoins d'un territoire et construire ensuite les politiques là, analyser les capacités d'industrialisation sur un certain nombre de filières pour améliorer et accélérer la production de logements, donc l'utilisation de la technologie. La technique est un maître dangereux, mais un esclave utile. Et donc, il s'agit d'utiliser l'esclave utile au profit du maître que nous restons. Ah ben oui, merci. Merci, bien. Merci, c'est pas de moi, je l'ai lu dans un rapport, je ne sais plus quand. Donc je le rends à l'auteur, voilà. Donc là, alors on a écrit toutes les mesures en petit, donc normalement vous ne les voyez pas. Si tout se passe bien, enfin au niveau du slide, donc ce qui nous permet de commenter uniquement celles dont nous avons envie de commenter. Non. Alors je vous annonce juste qu'il vous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Oui. Eh bien, tant pis pour le groupe suivant. Voilà. Non, parce qu'on est sur scène, on regarde. Ok, 5 minutes, rapide. Donc il y a un certain nombre de mesures. Voilà, un certain nombre de mesures. On ne va pas vous en faire une liste à la Prévert, parce que je le disais tout à l'heure, un certain nombre de choses ont déjà été dites, écrites. Et donc peut-être retenir quand même le sujet de ce qu'est le financement aujourd'hui. Donc ces mesures vont être budgétaires, elles vont être politiques, mais sur la partie budgétaire, effectivement, on a le sujet de la revalorisation des loyers en comparaison des éléments de plafond d'APL. On a aussi des sujets, parce qu'on a une diversité dans les territoires, mais on a aussi des élus qui sont plus ou moins actifs à avoir envie de construire. Et c'est peut-être à un moment donné être en capacité d'accompagner les maires qui ont cette dynamique de bâtir, parce que notre schéma à nous, c'est pas de dire qu'il faut opposer la rénovation et la construction. Donc il y a cette volonté de pouvoir renouveler une offre de logement par le biais de la construction et peut-être cette piste-là aussi d'accompagner les élus. On le disait, le logement intermédiaire et le Pinel qui vont maintenant de pair, le PLI étant maintenant une locomotive pour permettre un logement intermédiaire, sont tous des sujets qui peuvent effectivement nous aider à peut-être bouger un peu les lignes. Et puis, on parle beaucoup de la RLS, on en a beaucoup parlé. Alors la RLS, on est passé au travers et on a réussi à continuer à construire malgré la RLS. Mais aujourd'hui, alors c'était un moment où les taux du livret A étaient bas, donc on a maintenu notre activité. Aujourd'hui, le taux du livret A est remonté, donc peut-être à ce moment-là travailler sur la RLS avec une objectivation du sujet en lien avec les organismes qui seraient plus actifs à la construction et qui se mettent en tension pour pouvoir traiter de ces sujets. Et puis, on n'en a peut-être pas encore beaucoup parlé jusque-là, mais la question de l'accession à la propriété. On a tous des bilans qui se mettent en tension, on a besoin d'aller chercher de la ressource. On sait que le produit des ventes, la vente HLM aujourd'hui sont des sujets qui peuvent nous donner une variable d'ajustement sur nos bilans. Simplement, la rareté du financement de nos clients vient aussi nous impacter, et donc peut-être être en capacité de se sécuriser avec ses clients dans une période déterminée, et pour plus tard peut-être relâcher un peu les choses, sécuriser ses premiers clients pour nous permettre de retrouver du cash. Voilà. Et une autre idée sur la partie financière qui émergeait, et qui n'est peut-être pas forcément sur le tableau, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui on nous entend
on entend beaucoup parler de rigueur budgétaire, et donc il faut retrouver des économies, et les économies, on les retrouve sur le Pinel, on les retrouve sur le repositionnement du PTZ. Et bien peut-être que toutes ces économies qui sont retrouvées aujourd'hui, c'est de permettre au secteur du logement, à notre secteur, de les réinjecter dans des politiques claires avec des objectifs qui soient clarifiés. C'est peut-être un peu ce dont on souffre aujourd'hui. En synthèse, on ne fait pas une politique de logement abordable sans argent, sans une politique claire et sans des moyens et des équipes fortes. Mais si on peut conclure avec ces alors rapidement, ces très quelques rapidement, mots. parce que je voulais faire passer peut-être l'atelier 3 en 2 minutes, si c'est Parfait. possible. Bon. Alors, Eh bien, vous avez les mots-clés Voilà, qui s'affichent. tout est là, prenez Voilà. en photo, Vous avez n'hésitez les pas. mots-clés, prenez une photo, vous avez l'essentiel et la synthèse de l'atelier. Merci infiniment à vous deux. Si rapidement, merci. Marie Sprat et Jean-Pierre Choël peuvent venir sur scène, très rapidement. Voilà, en 2 mots, parce que Monsieur le Ministre et Valérie Fournier viennent Oui, d'arriver. en deux mots. D'abord, merci au groupe de travail qui a vraiment œuvré. La parole a circulé librement, les travaux ont été très riches et finalement assez harmonieux autour de notre mission, le logement social. Donc pour nous, pour Maryse et moi, l'objectif est rempli et nous vous remercions. Merci Jean-Pierre, merci à toutes et à tous et merci à nos participants d'abord pour la qualité de leur contribution mais également leur liberté de parole. Alors j'oserais dire en résumé de notre synthèse, donc ce qu'il en est ressorti, c'est que ce qui est essentiel dans tous les échanges qu'il y a eu, c'est qu'à travers la question des attributions, c'est bien la fabrique de la République qui est en jeu dans la recherche de mixité, de cohésion sur les territoires. Il est essentiel de travailler ensemble dans le cadre de démarches partenariales. Je vous passerai les cils et le reste, mais dans l'élaboration des politiques publiques et politiques publiques au pluriel, nous le verrons. Pour cela, il faut dialoguer. D'abord dialoguer pour construire une compréhension partagée des enjeux sur les territoires, mais dialoguer aussi pour définir des objectifs communs au service du vivre ensemble, nous sommes bien dans la notion de mixité, ou encore dialoguer pour comprendre les attentes des premiers intéressés. N'oublions pas qu'avant tout, il s'agit de familles elles-mêmes concernées directement. Alors, on peut dire, sûrement faut-il penser les politiques publiques aux bonnes échelles, d'où l'importance de la territorialisation qui a été évoquée. Sûrement faut-il décider de façon collégiale, et j'y reviens notamment en ce qui concerne les politiques d'équilibre de peuplement, mais sans entrer dans le détail, et on l'a vu, le temps presse, des mesures, de toute façon, comme l'a dit Jean-Pierre, elles seront retranscrites dans les actes de cette journée. Ce que l'on peut dire, c'est qu'à travers les attributions, mais à travers le logement, plus qu'un toit, un logement est vecteur d'identité pour les habitants. C'est bien ce qui doit conduire et suivre l'acte d'attribuer. C'est la notion de qualité d'adresse. Et c'est l'idée que c'est à partir d'un chez-soi dans lequel on se sent bien que l'on s'inscrit dans la société. Il faut donc réunir les conditions pour que plus personne ne soit assigné à résidence. Et je retrouve les propos de nos participants. Parce que plus personne ne soit assigné à résidence parce que pauvre. Il est là l'idéal républicain poursuivi par les organismes de logement social et à travers l'activité au quotidien, aux côtés de l'ensemble des acteurs du territoire. Et je terminerai en disant qu'il est là l'idéal à inscrire au cœur de l'ensemble des politiques publiques locales, ce qui suppose premièrement, un rééquilibrage territorial de l'offre de logement, y compris dans les QPV. Deuxièmement, d'avoir une réelle volonté politique, et en ce sens de faire respecter la loi SRU. Troisièmement, de défendre la vocation généraliste du parc social. Enfin, il s'agit de prendre à bras le corps le sujet de la lutte contre les dynamiques de spécialisation de territoires, dit autrement, de renforcer l'attractivité de ces territoires à travers toutes les politiques, qu'il s'agisse des politiques urbaines, mais également scolaires, on parle bien de la cartographie. En formulant alors l'espoir de passer du sujet des attributions à celui du vivre ensemble et du lien social. Vous voyez que la parole de nos intervenants et les contributions, c'était bien une parole avec un ton libre. Je vous remercie. Jean-Pierre. Merci Maryse. Merci et bravo. On peut l'applaudir, hein, parce que c'était très efficace. Merci à l'intention de Monsieur le Ministre. En transversalité, 2 points saillants. La technique doit se mettre au service de l'enjeu, l'outil doit se faire oublier, et puis en récurrence, vraiment un manque flagrant d'offres. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Aux 6 rapporteurs, merci à vous deux, vous avez été géniaux. Merci à tous les intervenants des 3 ateliers d'avoir joué le jeu, d'avoir vraiment pris, dit ce que vous avez à dire, vous avez pris la parole et c'était très très intéressant, c'était passionnant les 3 ateliers. Merci au public aussi d'avoir suivi avec attention ces ateliers.